Section 3, la cession de contrat. La cession de contrat est avec la cession de dette l'autre nouvelle venue dans les opérations translatives d'obligations. Elle a été intégrée dans le Code civil par l'ordonnance du 10 février 2016 aux articles 1216 à 1216-3. Sa place dans le Code civil se trouve d'ailleurs au sein des dispositions relatives au contrat et non pas au régime général de l'obligation. Comme son nom l'indique, elle ne concerne en effet que les obligations contractuelles. Cela ne signifie pas que la cession de contrat était inconnue du droit français avant 2016. Certaines dispositions spéciales en détaillaient déjà le régime pour certains contrats, par exemple contrat d'assurance, de bail ou encore contrat de travail. La jurisprudence avait aussi fait consacrer cette figure de la cession de contrat en dehors même des hypothèses prévues par le législateur. Mais l'autonomie de cette cession de contrat était parfois douteuse. Parfois, les juges lui appliquaient simplement les règles de la délégation. On le voit par exemple dans un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 12 décembre 2001. À présent, les articles 1216 et suivants innovent en posant des règles applicables de façon générale. Bien évidemment, la cession de contrat implique une transmission active des obligations, transmission de créances donc, ainsi qu'une transmission passive à travers une cession de dette. Aucun obstacle ne s'y oppose, à présent que la cession de dette, on l'a vu, a été consacrée en droit français. Mais la cession de contrat ne se limite pas à cela, puisque l'article 1216 du Code civil la définit comme la cession de la qualité de partie à un contrat. Elle consiste donc en une substitution de contractant, en un transfert de la qualité de contractant. D'un point de vue terminologique, celui qui cède sa position contractuelle est le cédant. Celui qui devient partie au contrat est le cessionnaire, et enfin le co-contractant est le cédé. Le champ d'application privilégié de cette cession de contrat sera nécessairement des contrats à exécution successive, car ces contrats s'inscrivent davantage dans le temps et laissent donc plus de place à la possibilité d'un transfert. Par opposition, une vente de meubles qui opère transfert de propriété dès l'accord des volontés a un caractère instantané, de sorte qu'il n'existe aucune fenêtre de tir, en quelque sorte, pour une cession de contrat. Mais la cession pourra tout de même être utilisée à l'occasion de promesses synalagmatiques de vente d'immeubles, par exemple, dans lesquelles il est prévu pour l'acquéreur la faculté de se substituer un tiers. Une fois posées ces bases, on reviendra successivement sur les conditions de formation de la cession de contrat, paragraphe 1, puis sur ses effets, paragraphe 2. Paragraphe 1, les conditions de formation de la cession de contrat. Ces conditions de formation ont trait à la fois à la forme et au fond. Premièrement, sur la forme, l'article 1216 prescrit un écrit, à peine de nullité. La cession tacite de contrat est donc impossible. La règle est donc la même que pour la cession de créance, alors que la cession de dette, comme on l'a vu, ne requiert aucun écrit. Et cette discordance de solution apparaît difficile à expliquer et à justifier. Deuxièmement, sur le fond surtout, la cession de contrat requiert l'accord du cédé. Le législateur a ainsi entériné la jurisprudence antérieure. En effet, un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé cette exigence. Cela apparaît compréhensible, comme pour la cession de dette. En effet,
la cession de contrat, dans un grand nombre de cas, emportera cession des dettes et donc changement de débiteur pour le cocontractant cédé. Or, un tel changement de débiteur n'est pas neutre pour le cédé. Sans même parler des cas dans lesquels le contrat a été conclu intuitu personae, eh bien, il est possible que le nouveau débiteur soit moins solvable ou moins coopératif que l'ancien. Le cédé n'a pas à nuire de la cession de contrat, aussi son accord est-il nécessaire à la cession. Pourtant, cette question avait été très débattue par la doctrine. Certains auteurs s'étant montrés critiques envers la solution de l'arrêt du 6 mai 1997. Selon ces auteurs, l'exigence d'un consentement du cédé alourdissait considérablement la cession de contrat, et ce, de façon parfois inutile. Ce consentement n'a lieu d'être, en effet, que lorsque le cédant, c'est-à-dire le cocontractant initial, est déchargé de ses obligations. Dans le cas inverse, si le cédant n'est pas libéré, le cédé se trouve face à un nouveau débiteur, le cessionnaire, qui vient s'ajouter, et non pas se substituer, au précédent, c'est-à-dire le cédant. La protection du cédé par le recueil de son consentement est alors superflue. En dehors des contrats conclus intuitu personae, le consentement ne devrait donc être requis que pour la cession de contrat parfaite, c'est-à-dire celle qui libère le cédant. En dépit de ces arguments, le choix du législateur s'est porté sur le recueil de l'accord du cédé, et ce, que la cession soit imparfaite ou parfaite. L'article 1216 du Code civil ajoute que ce consentement peut être donné par anticipation, notamment au moment de la formation du contrat dont il est déjà prévu la cession. Dans ce cas de l'accord donné par anticipation, tout le problème est que le cédé n'aura en principe pas connaissance de la substitution au moment où elle a lieu.